Fate woluta mudan fananerot akasikar la ilaha illallah. Je remercie fondamentalement la fondation, je le dis haut et fort, parce que je pense la chargée de programme, on s'est rencontrés à la fac, moi-même avec mon équipe, on a travaillé sur beaucoup de questions relatives aux migrations internationales. Étant le coordinateur du master droit et migration à la fac pendant 5 ans et chargé de l'enseignement du droit international des migrations, mais également du droit des personnes déplacées au niveau de l'Institut des droits de l'homme et des peuples de la paix. Alors, donc, nous avons essayé de discuter le contexte, de voir exactement ce qui se passe, parce qu'à chaque fois qu'on se rencontre, je lui montre un peu véritablement ce que le Sénégal est en train de faire dans le domaine de la migration, mais également avec beaucoup d'approches qui ne sont pas souvent des approches qui sont contextualisées. Aujourd'hui, nous avons de l'expertise dans tous les domaines en Afrique. Quand on a besoin de mettre quelque chose sur pied, je pense que les Africains ont cette l'attitude de réfléchir et de produire quelque chose sans véritablement avoir une expertise étrangère. Et sur ce, je voudrais véritablement remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement, la société civile, les organisations, les associations, en vos titres, grades et rangs. Je tenais véritablement à vous dire un grand merci, parce que ce n'est pas évident en cette période d'hivernage de déplacement, mais c'est important parce que c'est des questions d'une actualité brûlante. Mon analyse critique du document de politique nationale de migration du Sénégal, tout le monde le savait, dans un premier temps, nos études étaient basées sur les critiques qui sont fondées sur le fait que le Sénégal n'a pas de document de politique migratoire. C'était nos premières réactions. Nous avons produit et à chaque fois essayé de discuter qu'il est nécessaire aujourd'hui que le Sénégal puisse avoir un document de politique migratoire. Et en 2015, les discussions ont commencé et a abouti à un document de profil migratoire en 2018. Le Sénégal a mis sur pied un document de politique migratoire. Un document qu'on appelle National de migration du Sénégal. Le document qui est techniquement validé, mais politiquement, jusqu'à présent, n'a pas fait l'objet de validation. Nous avons, dans le cadre véritablement de ce document de politique migratoire, c'était important et c'était arrivé à son heure, parce que la migration, aujourd'hui, comme le disait l'Anfia Diané, la migration, on ne peut pas décréter véritablement son arrêt dans le monde. Personne ne peut arrêter la migration. Donc, le monde est façonné sur la base de la migration, que ce soit au niveau interne des États, que ce soit au niveau sous-régional, mais également au niveau international. La migration facilite une intercommunalité. La migration facilite une interculturalité. Donc, ce point de vue, c'est très important. Mais on est arrivé à un moment où il y avait beaucoup de confusion entre la migration et le tout sécurité. Et cette migration et le tout sécurité a apporté un certain nombre de restrictions qui fondamentalement s'alignent à l'encontre des droits humains. Parce que le premier point du document de politique migratoire est basé sur ce concept migration, gouvernance et développement. Donc migration, gouvernance et développement, et qu'on va beaucoup plus loin pour véritablement mettre l'accent sur l'immigration clandestine, automatiquement ça fausse le jeu de migration, développement et gouvernance. Parce que dans la migration, développement et gouvernance, on ne peut pas véritablement procéder à une catégorisation. Sinon, on a déjà faussé le jeu dès le départ. Alors, nous avons, dans le cadre véritablement de ce document également, essayé de mettre l'accent sur aujourd'hui des généralités que nous rencontrons dans le cadre des migrations, à travers sa forme régulière
et sa forme irrégulière, à travers véritablement les migrations, ce qu'on appelle les migrations mixtes aujourd'hui qu'on voit, qu'on soit dans le cadre véritablement des réfugiés, qu'on soit dans le cadre des apatrides, qu'on soit dans le cadre des migrants économiques, on voyait qu'il y a véritablement une accentuation qui a été mise de manière générale sur les généralités conceptuelles du point de vue véritablement de la définition de ces politiques migratoires. On la considère souvent comme une pathologie, mais la migration n'est pas une pathologie. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que les problématiques de migration sont divergentes. Les problématiques liées à la migration des pays développés ne sont pas les problématiques liées à la migration des pays sous-développés. Et comme analyse critique de ce document-là, M. Fadi Camara a fait ressortir 3 absences et une transposition. D'abord, la première absence, c'est l'absence de précision conceptuelle, nationale ou définitionnelle. La deuxième absence, c'est l'absence d'un dispositif national de collecte des données et de production des données. La troisième absence, c'est une absence d'encadrement équitable des obligations identiques des accords bilatéraux. Le Sénégal signe des accords bilatéraux à la carte et ces accords bilatéraux-là n'impliquent pas fondamentalement les mêmes obligations conventionnelles. Et toutes ces absences-là, ces 3 absences-là, l'ont conduit à une déduction. La déduction, c'est quoi? C'est qu'il doit y avoir d'abord une transposition, c'est que fondamentalement, ces absences font qu'on a transposé systématiquement des politiques migratoires qui ne sont pas les nôtres. Et toutes ces absences-là et la transposition ont conduit à déduire une nécessité, c'est la nécessité de réadapter le document à nos préoccupations sociétales. Pour dire enfin que le droit n'est que la prise en compte des préoccupations sociétales. Si le droit ne prend pas en compte les préoccupations sociétales, il est en déphasage avec sa société. Voilà globalement ce que je peux dire sans avoir la prétention de résumer tout ce qu'il a dit. Je suis heureux de voir que la Fondation a décidé d'organiser un débat autour de cette question, avec l'espoir que un jour les autorités entendront nos appels et feront quelque chose là-dessus. Alors, sur ce document, je vais essayer de faire un certain nombre de commentaires qui vont bien sûr compléter celui du professeur. Et pour moi, puisque le temps qui m'a été imparti est un temps assez limité, je vais me limiter peut-être à 3 questions fondamentales. La première question, c'est l'ancrage. Parce que toute politique dans un pays doit se situer quelque part, doit être liée à un certain nombre d'éléments. Deuxième aspect, puisque le Sénégal semble quand même donner de l'importance à la diaspora, je vais questionner le concept de diaspora, parce que tout à l'heure, et ça me permettra de compléter un tout petit peu ce que le professeur a dit sur ce qu'il appelle, lui, l'immigration au Sénégal, alors que pour moi, ce sont des diasporas qui existent ici au Sénégal. Et peut-être un troisième point qu'on pourrait mettre en exergue, c'est que en tant que pays dont la Constitution dit que le Sénégal peut aller dans des accords qui peuvent même limiter sa propre souveraineté, voir comment certains de ces accords peuvent être d'une très grande importance pour renforcer la migration sénégalaise. Alors, sur la première question, l'ancrage, le Sénégal est un État membre de l'Union africaine. Le Sénégal est un État membre des Nations Unies. Le Sénégal est un État membre de la CEDEAO. Et toutes ces organisations que je viens de mentionner font de la migration un élément important de leur action. Et donc, il serait bon de savoir si le travail, en tout cas le document que le Sénégal est en train d'élaborer, est connecté, si je puis dire, à ces éléments-là. La première chose que je dirais à ce niveau, c'est que l'idée même de document de politique nationale est une idée de l'Union africaine. C'est en 2006, lors de l'élaboration du cadre de politique migratoire de l'Afrique, que l'Union africaine a demandé à ses États membres d'avoir des documents de politique nationale
qui soit connecté, qui reflète l'engagement de l'Union africaine sur la question migratoire. Il y a des choses à faire et il y a des choses qui restent. C'est vrai que c'est une problématique. Moi, je vais essayer d'être un peu nuancé dans mes propos du fait que c'est vrai qu'on parle beaucoup des aspects positifs de la migration. Moi, mais je viendrai sur quelques aspects que je considère comme des aspects négatifs qu'il faudra également prendre en considération dans ce document politique. Merci beaucoup au professeur Fally. C'est toujours un régal d'être avec vous, de vous entendre parler de ces questions de population. Et le document que vous avez fourni quand même est un document que je trouve très très intéressant. Un document pertinent et je suggère qu'aujourd'hui même, on doit faire en sorte que tous les documents, ou bien qui parlent des politiques nationales, doivent faire l'objet d'études critiques. D'autant plus que, M. Khan l'a dit tout à l'heure, ça parle de notre vie, ça parle de notre avenir et ça parle des perspectives. Donc, un document qui doit nous parler doit être toujours un document avec des données fiables, des données quand même bien cernées et bien documentées. Et c'est dans ce cadre-là que dans mes propos, je les ai structurés en 3 axes. C'est important que le professeur Ousmane Kane en a pris quelques-uns de ces axes, mais je vais peut-être essayer d'être très brève. Le premier aspect, c'est sur la fiabilité des données. Le professeur Fally est revenu très en détail sur cette fiabilité de ces données. Et je le comprends parfaitement parce qu'en tant que scientifique et universitaire que nous sommes, la fiabilité des données pour moi coordonne un peu les actions que nous allons avoir pour des politiques, parce que ça doit travailler ces politiques-là. Je le dis parce qu'en principe, pour moi, la recherche scientifique précède l'action et qu'on ne peut pas mener aujourd'hui des politiques, qu'importe les politiques, sans pour autant connaître quels sont les besoins, quels sont les problèmes, quelles sont également les solutions à ces problèmes pour asseoir une politique. Ce qui veut dire aujourd'hui que déjà, ma question première tout à fait, et c'était la même question que lui, je me demandais est-ce que réellement on a un document de politique migratoire. D'autant plus que dès le début, le document est biaisé. Il y avait une prise de position. Et quand on parle de prise de position, on ne parle plus de neutralité objective. Et comme il n'y a pas de neutralité objective, ce qui veut dire que les données qui vont sortir ne sont pas des données scientifiquement vérifiées, scientifiquement valables. Donc dans ce cadre-là, on ne peut même pas parler de document politique, à mon avis, scientifiquement. Donc ça, c'était ma première réflexion. La deuxième réflexion aussi revient à ce document en tant que tel, professeur, c'est vrai. Peut-être on pourra en discuter parce que toujours, moi, je regarde un document, je pose la question, quelle est la démarche méthodologique? Je suis scientifique, sociologue de nature, donc pour moi, tout document, c'est quelle est la démarche scientifique? Quelle est la démarche méthodologique? Et en partant de cette démarche méthodologique, je peux quand même m'affirmer, dire effectivement, c'est un document plus ou moins valable. Et on voit que c'est quelque chose qui manque beaucoup à ces documents et peut-être le professeur pourra revenir en gros à ce niveau. Un aspect important qui n'a pas été pris en compte, également le professeur en parlait, c'est la proportion au retour des migrants. On parle à chaque fois qu'on parle de migration, on a toujours tendance à mettre l'accent sur ceux qui partent. On met beaucoup l'accent sur ceux qui partent. Et je pense que mes prédécesseurs l'ont dit, les gens ne sont pas partis pour rester. Ceux qui sont partis pour rester par rapport à l'ensemble, c'est quand même infiniment limité. Et c'est des gens qui prennent la responsabilité et en général,
des intellectuels qui disent moi je vais partir pour rester. Mais comme c'est une migration en général économique, beaucoup de gens qui partent, leur réflexion première c'est comment faire pour revenir. Et cette question-là doit être prise en compte. Comment faire pour revenir? Autrement dit, on doit préparer ces migrants de retour et voir quelles sont les activités, quelles sont les actions à mettre en œuvre pour préparer le retour. Ce qui n'est pas le cas. Et ce qui n'est pas également le cas, c'est que ce n'est pas trop documenté ces migrants de retour. Actuellement, j'ai une autre casquette donc, de l'État, avec je suis le chef responsable du bureau d'accueil, d'orientation et de suivi des Sénégalais d'extérieur pour la région de Louga. Ce sont des bureaux qui existent dans les 14 régions, mis en place par la Direction générale d'appui du Sénégal d'extérieur du ministère des étrangers. Peut-être que je rappellerai un peu, je pense que le docteur Khan en a parlé, mais aussi professeur, sur le contexte même d'élaboration en 2015, où il y avait beaucoup d'acteurs qui avaient participé, comme je disais, dans la société civile. Et en ce moment-là, nous, en tant que société civile, on n'arrêtait pas de réclamer l'existence même de ce document-là. On avait ce débat avec les agents de l'État qui disaient que ça existait déjà. L'autre débat aussi qu'on avait, c'est la société civile aussi n'était pas d'accord sur le financement. Financé par l'OIM. Est-ce que c'est l'OIM, une structure intergouvernementale qui doit financer? Est-ce que c'est l'État? La durée aussi, parce que financer, mais peut-être pour une durée de 6 mois. Et finalement, ça a duré 2 ans et demi, voire 3 ans. La société civile, dès le début, avait dit que ce n'était pas possible, 6 mois. Finalement, elle a eu raison. L'autre aspect, donc, comme je disais, c'est le mode de financement. La société civile aussi n'était pas d'accord sur les termes de référence, une partie des termes de référence, notamment la question sur le point lié à la gestion des frontières qui avait été proposée, qui était un peu cher à l'OIM, mais aussi au bailleur. Comme le professeur vous avez dit, sur les 4 domaines que vous avez proposés, qui sont sur le document, 4 domaines stratégiques, notamment la migration, gestion de données, économie, migration, santé, environnement, migration, droits humains et genre, migration et gestion intégrée des frontières. Je pense que vous avez déjà cité les insuffisances, mais il y a aussi depuis lors, parce que c'est depuis 2018, il y a aussi beaucoup d'avancées qu'il y a eu depuis lors. Parce que d'abord, il y a eu le deuxième profil migratoire publié par l'ANSD en collaboration avec l'OIM, qui a permis un peu de donner un cadrage, de donner plus d'informations sur la migration en général. L'autre aspect aussi, c'est que depuis lors, l'ANSD publie des rapports trimestriels sur la migration. Et l'ANSD, c'est une structure aussi de l'État, mais aussi qui est sérieuse et qui donne des informations fiables là-dessus. Et ça, c'est une avancée. L'autre aspect, comme l'a dit le professeur Khan l'a dit, aussi le docteur, il y a la question des données. Malheureusement, donc, on ne connaît toujours jusqu'à présent pas le nombre de Sénégalais de l'extérieur. Mais actuellement, donc, comme on l'a dit, l'État du Sénégal est en train de faire un recensement. Il y a les deux premières phases du processus qui ont déjà été effectuées. Actuellement, l'État, le ministère est en train est sur la 3e phase avec donc, une plateforme qui a été mise en place pour recenser les Sénégalais de l'extérieur. L'autre aspect, c'est que l'État aussi a décidé de territorialiser aussi cette politique migratoire, c'est territorialiser les politiques publiques en mettant en place donc, ces BAOS. Ça a existé, quelques BAOS, maintenant ça a été généralisé avec des équipes sur place, du matériel roulant, mais aussi des missions qui ont été dévolues à ces BAOS. Et dans ces missions, nous sommes actuellement en train de recenser, faire une cartographie de l'existant dans chaque région, c'est-à-dire quels sont les migrants de retour, leur lieu de destination, est-ce qu'ils sont revenus définitivement ou bien ils continuent de partir, quels sont leurs projets, les activités sur lesquelles ils interviennent, leurs difficultés. Nous les appuyons aussi dans l'orientation et l'accueil, dans la création d'entreprises, dans les investissements. Nous les appuyons aussi en formation, mais aussi en financement. La moitié de ce que je voudrais dire à Madame la sociologue l'a posé largement, c'est le volet femmes par rapport à la migration, mais volet femmes handicapées et migration, pour ne pas parler de migration et personnes handicapées.
En fait, dans l'immigration, les personnes migrent, ils vont venir malgré des difficultés motrices, sensorielles ou de tout autre. Donc, c'est des personnes, tout simplement, ils vont aller et revenir avec des difficultés certes, mais ils ont des difficultés qu'il va falloir prendre en compte. Mais le vrai femme, sur ce coup, parce que, bon, le musée de la femme que je représente ici, en Badji, oui, c'est la promotion de la femme, sur le plan historique, dans ses compartiments. Donc, je crois que si on doit élaborer des politiques de migration, le genre doit être mis à tout point de vue, parce que la femme est au cœur de tout. J'ai dit que le document de politique migratoire élaboré, je crois, par le ministère des Affaires étrangères, a, à mon sens, 3 péchés. Je crois que le fait qu'il soit élaboré par le ministère des Affaires étrangères est le premier péché. Je crois que le ministère des Affaires étrangères n'a rien à voir avec ça. C'était plutôt le ministère des Sénégalais de l'extérieur qui aurait dû peut-être s'occuper de ça. Mais nous savons que dans l'administration, quand il y a des financements, des études à faire, les gens se bousculent, chacun essaie de prendre ça pour les derniers mots. Le deuxième péché, évidemment, c'est le financement. Comme on dit chez nous, quand celui qui te prête des yeux te désigne du gars là où tu dois regarder. C'est un financement de l'île. C'est le deuxième péché. Le troisième péché, c'est que ni les acteurs, ni les chercheurs n'ont été associés dans l'élaboration de ce document. Et pourtant, nous avons des professeurs d'université comme M. Kam, comme M. Fani Kamara, comme le professeur Pape Saro, avec qui nous travaillons sur des questions de migration, qui font des recherches sur la migration, qui encadrent des étudiants qui font des thèses sur des questions de migration. Aucun de ces acteurs n'a été sollicité. Ça, c'est le troisième péché. Donc, moi, je dis, nous n'avons pas de document en réalité de politique étrangère. Nous savons que ça a été suscité par l'Union européenne, dont la seule préoccupation en matière de politique migratoire est l'endiguement des flux migratoires vers l'Europe. C'est toute leur préoccupation. Tout l'argent qu'ils donnent, quels que soient les prétextes, ne sert dans leur esprit qu'à ça. Merci. Prenez l'argent et arrêtez les cas sans distinction, que ce soit un retour volontaire ou un cas d'expulsé. Mais on se rend compte par rapport à la politique d'endiguement de l'Europe, il y a énormément de Sénégalais qui veulent rentrer. Mais ils n'ont pas assez d'informations par rapport aux opportunités qui sont offertes. Là aussi, il faudrait que les gens puissent faire beaucoup d'ateliers pour présenter, certainement ce sera au niveau étatique, mais pour présenter les opportunités de retour au Sénégalais. Parce que nous sommes ahuris par les conditions de vie des Sénégalais qui sont très souvent, qui ont emprunté les bateaux de fortune, les pirogues, pour aller à l'étranger. Ils sont détenus dans les camps, que ce soit en Allemagne, en Turquie, un peu partout. Donc nous avons été frustrés par ces conditions. C'est pour cela que nous essayons de voir comment on peut demander à ces personnes qui veulent rentrer de venir dans le respect de leur dignité. Mais surtout, il faudrait que les gens puissent mettre en place un mécanisme de retour. Et sur là, j'ai vu dans ce document national de politique migratoire qu'il y avait un manquement, qu'il fallait véritablement réajuster. Et pour terminer, je voudrais également dire, nous avons assisté également à beaucoup d'ateliers. Je crois que ce qui reste à faire, c'est de porter un plaidoyer fort auprès des autorités pour la validation ou bien pour la correction. Comme le dit un de mes frères que j'aime paraphraser, au Sénégal, tout a été dit, mais il reste beaucoup à faire. Alors, l'État continue à mener ses politiques sectorielles autour des différents ministères. Et là, je pense que nous, ce qu'on a toujours, en tout cas, notre plaidoyer, c'était que ce document-là soit validé pour qu'on puisse dire que c'est le document de référence du Sénégal. Et pour nous, avec tout ce qui a été dit ici, mais avant, on a eu à mener plusieurs ateliers sur ce document-là pour dire que heureusement, que ce document n'a pas encore été validé, puisque comme vous l'avez vu, il y a beaucoup d'insuffisances et que les insuffisances, Madame Rosalie Diop parlait de la méthodologie,
nous déjà, nous étions partie prenante, mais nous n'étions pas d'accord avec la méthodologie qui a été utilisée dès le départ. Et nous avions même formulé un rapport en donnant nos observations. À partir de là, surtout par rapport à l'implication des acteurs, tous les acteurs n'étaient pas impliqués dans le processus, notamment comme la diaspora. Donc, et je pense qu'à ce niveau, donc, on avait formulé des observations. Certaines observations, Moustapha Kébé est revenu dessus. Et même à la validation technique, puisque nous-mêmes, sur les questions de réfugiés et sur les migrants qui vivent au Sénégal, on avait vu que le document avait juste traité ce sujet-là, donc d'une manière vraiment superficielle. Et on avait même, nous étions concertés avec l'ensemble de la société civile pour produire un document de contribution. Et on a vu que ce document n'a pas été pris en compte dans le document, en tout cas général. C'est pourquoi aujourd'hui aussi c'est une opportunité pour nous de refaire le plaidoyer pour qu'on reprenne le document, qu'on réactualise ce document. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire et aussi de peut-être veiller à ce qu'on ne puisse pas, comme on l'a fait, parce qu'il y a des recommandations qui sont au niveau de CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, mais ce document devait être, en tout cas, se traduire dans la pratique au niveau du Sénégal. Mais on a l'impression qu'ils ont repris presque les mêmes recommandations, telles que, en tout cas, élaborées dans la stratégie globale au niveau régional et au niveau africain. Je pense qu'on a besoin de rendre pratique ce document-là et surtout de veiller à ce que ce document-là soit, en tout cas, un document coordonné et cohérent qui va traduire la politique nationale du Sénégal. Il y a beaucoup de pays qui ont élaboré des politiques de migration. Nous étions dans une bonne dynamique, parce que tout partait ici de Dakar. Et c'est cette cassure-là qu'il faut déplorer. Maintenant, il y a le fait que, beaucoup l'ont dit, moi je pense que ce rapport-là, peut-être qu'on va positiver, tout n'est pas négatif. Mais ce rapport-là n'est pas bon pour l'image du Sénégal. Nous méritons mieux que ça. Nous méritons mieux, nous avons assez réfléchi. Madame Gaïdad, nous avons fait 2 jours de journée d'études pour nous penser sur la question. Ils ont mis le document là-bas. Ce qui les intéressait, vous l'avez dit dans le rapport, ce qui les intéressait, c'était un plan d'action pour des projets. Et la preuve, vous voyez, ils ont mis, toutes les coopérations ont mis de l'argent sur la question. Et il y a une floraison d'organisations qui sont nées uniquement pour capter cet argent. On nous détourne de nos véritables programmes. Et ça aussi, il faut le dénoncer. Ce rapport-là, peut-être qu'on ne va pas tout jeter, mais ce rapport-là est à revoir et à approfondir. Nous ne méritons pas ce niveau. Nous sommes en train de développer des thématiques, notamment la gouvernance. Et dans le cadre de la gouvernance, je pense que ce que nous sommes en train de faire en termes d'animation et de promotion du développement territorial, je pense que ça devrait prendre en compte certains aspects, notamment comme la migration, comme sorte de développement. Et à ce niveau-là aussi, la cartographie des différents types de migrants, je pense que ça aurait été intéressant. Ça pourrait être un fort plaidoyer pour ce que nous voulons faire en termes de promotion, de développement, de l'entrepreneuriat, de l'employabilité et de l'insertion. Donc, les initiatives aussi, il y a des initiatives au niveau territorial. Je pense que ça aurait été important aussi qu'on développe une démarche territoriale, comme il a si bien dit. Je pense que les collectivités locales sont en quelque sorte entre guillemets autonomes. Ils sont en train d'asseoir des politiques publiques. Et dans la planification qu'ils sont en train de mettre en œuvre aussi, je pense que ça aurait été intéressant qu'on partage les bonnes pratiques en ce sens-là. Il y a beaucoup d'initiatives, comme il a si bien dit, et ça aurait été intéressant qu'on parle de ces bonnes pratiques-là, qui nous permet en même temps, nous, en tant qu'étudiants, en tant qu'adeptes, je ne sais pas comment je vais le dire, mais je veux dire que ça, dans le plaidoyer qu'on est en train de faire pour améliorer les choses dans le cadre de la protection de ces migrants-là, déjà qu'on ait une idée. Quelles sont les bonnes pratiques qui ont marché, quelles sont les collectivités locales qui ont été là pour soutenir les véritables migrants, parce que comme vous l'avez dit aussi, migrants c'est un socle de développement. Et je vous invite aussi, peut-être à aller plus loin, à apporter la réflexion, parce que je suis au niveau de l'agence de développement local, on est en train d'asseoir des bureaux économiques locaux, et ça aurait été intéressant que l'on puisse travailler, et en termes de base de données qu'on est en train de mettre en place
au niveau de 9 départements. Merci. Alors, moi, je voudrais dire tout simplement je pense qu'on est en train de tourner en rond. C'est en fait qu'on ne dispose pas de politique migratoire au niveau du Sénégal et que le document dont on est en train de discuter, en fait, c'est un document qui est tombé en caducité dans la mesure où la durée de ce document était 4 ans. Il devait durer donc de 2010 à 2022. Ce document, actuellement, il est tombé vraiment dans la caducité. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, je pense que c'est aller carrément dans l'élaboration d'une politique migratoire holistique qui prenne en compte toutes les préoccupations qui ont été évoquées depuis la mise en œuvre, en tout cas depuis l'adoption technique de ce document-là. Ensuite, l'adosser, comme l'a dit le professeur, au cadre de politique migratoire de l'Union africaine qui a été lancé en 2006 et révisé en 2018, mais également intégrer les nouveaux cadres tels que la ZLECAF qui n'étaient pas pris en compte. Donc il y a de nouveaux enjeux aujourd'hui qui sont pris en compte. Il faudrait que ces politiques-là puissent les intégrer et prendre en compte les préoccupations actuelles. Sinon, l'autre chose, c'est, M. le Président Fally Camara l'a dit dans le cadre du document, c'est qu'il faut prendre en compte deux choses. L'immigration au Sénégal est gérée par le ministère des Affaires de l'Intérieur, mais la question de l'immigration est gérée par plusieurs institutions étatiques. Mais l'immigration, ça c'est le ministre de l'Intérieur qui la gère. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans le document, il n'a pas été trop mentionné la question de l'immigration, on a plus mis le focus sur l'immigration. En tout cas, au niveau de la GMS, on a pris part à l'élaboration de ce document-là. Effectivement, nous aujourd'hui, avec le recul, on ne l'appelle pas document, on l'appelle plutôt plan d'action. Puisque ce qui a été fait, c'était des projets qui ont été demandés, et les gens ont proposé des projets, et certains des projets ont été financés. Et d'ailleurs, c'est ce qui aujourd'hui a donné naissance au profil migratoire que vous avez vu, qui a été publié en 2018. Mais le projet également, GMD également, c'est sorti en réalité donc de ces projets qui ont été financés. Et j'en prie pour parler un peu des bourses. Fally Camara l'a dit, les bourses ne sont pas récentes dans la mesure où les bourses existent au Sénégal depuis 1987. Maintenant, il faut dire que c'est maintenant avec le projet gouvernance, migration et développement qu'ils sont passés à l'échelle. Mais là où se trouve le couac, c'est les institutions qui abritent ces bourses. À mon humble avis, ces bourses devraient être habitées au niveau des collectivités territoriales et non au niveau des ARD qui sont des gens techniques qui assistent les collectivités territoriales. Depuis 2017. Donc, je suis très content de participer à cette activité, sur donc la présentation du rapport critique, histoire et alternative pour un document de politique migratoire. Mais je tiens d'abord à dire une chose, un mal, il faut le soigner à la racine. Et moi, ce que j'ai constaté, les autorités sénégalaises n'ont pas encore affiché la volonté politique véritablement pour apporter des réponses à cette question migratoire. Elles sont plutôt réactives. Moi, j'ai remarqué qu'ailleurs, quand il y a des morts, les gens viennent avec de grands cortèges, ils donnent 1 million dans chaque famille de victimes, après ils repartent. Peut-être que le temps ne me permet pas de revenir sur la situation des potentiels candidats, les migrants de retour, les parents des migrants qui sont décédés, qui sont disparus, les migrants qui vivent avec nous, la diaspora et les OSC. Mais je reviendrai sur un point qui m'a semblé toutefois extrêmement intéressant et qui a représenté ici la première recommandation dans le rapport, qui concerne donc l'implication des collectivités territoriales. Moi, c'est un point de vue personnel, et je suis convaincu que l'implication active et effective des collectivités territoriales peut être le socle, n'est-ce pas, de ce document de politique migratoire. Parce que déjà, dans les collectivités territoriales regorgent de potentialités, sont des niches d'emploi, mais quand on regarde une situation comme ailleurs, où presque plus de 9 sociétés de pêche ont fermé, où presque une baie qui était la deuxième nurserie de l'Afrique de l'Ouest est devenue une piscine empoisonnée, où les gens ont été expropriés de leurs terres pour bâtir les maïs.
effectivement, ça pose des problèmes de pauvreté qui amènent les jeunes à prendre les drogues. Mais il n'en reste pas moins que les collectivités territoriales peuvent non seulement être des niches d'emploi, mais aussi on peut y créer là-bas des centres d'accueil, d'orientation, de financement, d'accompagnement. Mais aussi on peut y créer des centres de formation socio-professionnelle et aussi des cellules d'appui psychologique. Il y a les migrants de retour vraiment qui sont des traumatisés. Il y a des personnes qui ont perdu leurs enfants, qui sont des traumatisés, qui ne veulent pas faire des deuils, qui sont ailleurs comme partout au Sénégal. Remercier la Fondation Rosa, notamment Fatou Seye, et aussi féliciter l'excellent professeur Fally Camara. C'est pas étonnant, c'est un camarade. Bien sûr. Alors, donc j'avais beaucoup de choses à dire par rapport à ces questions-là, notamment sur la migration de retour. Je pense que le Dr Rosalie en a parlé tout à l'heure. On avait tellement de choses à dire par rapport à ça, c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Mais je vais juste appesantir sur un point qui me semble quand même fondamental et sur lequel je n'ai pas entendu grand-chose. C'est l'aspect psychologique des questions migratoires, c'est-à-dire l'aspect de la mentalité. Qu'est-ce qui pousse réellement les jeunes à partir? Qu'est-ce qui fait que certains jeunes choisissent de prendre les pirogues au péril de leur vie, n'est-ce pas, tout en sachant qu'ils peuvent mourir, et préfèrent faire ça plutôt que de rester? Je pense que ces questions-là sont fondamentales. Il faudrait très bien les poser et très bien en discuter. D'autant plus que pour moi, il y a trois choses, trois questions, trois problématiques, je devrais même dire, qui partent des problèmes d'information, de formation et d'orientation. Donc d'information parce que je pense qu'on n'a pas la bonne information. Les jeunes qui sont là n'ont pas la bonne information. La diaspora qui est à l'extérieur n'a pas la bonne information. Il y a même les problèmes de termes qui se posent. Parfois on parle de migrants, parfois on parle d'émigrés, parfois on parle d'immigrés, parfois on parle d'expatriés. On se perd complètement. Les documents sont en français et on sait que l'écrasante majorité des personnes qui sont dans la migration ne parlent pas français, ne parlent même pas d'autres langues. Donc même Wolof parfois ça pose problème, il y en a qui ne le parlent pas. Donc ces problèmes d'information se posent. Problème de formation, et je ne parle pas de formation de métier, parce que quoi qu'on puisse dire, en Afrique aujourd'hui, on a des cadres et des experts dans tous les domaines. Mais je parle de formation sur le plan de la mentalité, c'est-à-dire comment faire pour que nous autres Africains nous redevenons Africains. Comment faire pour renforcer le patriotisme dans nos pays et faire de telle sorte que les gens préfèrent rester ici et mourir plutôt que d'aller mourir dans les pirogues ou bien dans le désert. Et l'autre problème, c'est les problèmes d'orientation. Je pense tout simplement, effectivement, les barreaux sont là, beaucoup de politique. Je pense que le professeur Fally en a parlé tout à l'heure, comment aider les Sénégalais qui reviennent et qui veulent investir à se lancer dans la communauté de Thiaroye-sur-Mer pour mettre en place des structures, pour mener des combats de conscientisation, mais aussi de sensibilisation sur l'impact des dangers de cette migration irrégulière. Et on l'a dit tantôt, on n'a pas pris en compte l'approche psychosociale des familles victimes de ces fléaux. Parce que nous vivons dans une situation d'ambiguïté. Plus le temps avance, plus on a des problèmes. Parce que physiquement nous sommes là, mais psychologiquement nous sommes absents. Et par rapport à nos disparus en mieux, physiquement ils ne sont pas là, mais psychologiquement ils sont toujours avec nous. Et nous vivons des situations, des difficultés multidimensionnelles, tant dans la famille, dans la communauté, dans la société, par rapport à nos croyances socio-religieuses. Sur notre plan, sur le plan administratif, au niveau de l'état civil, on aura quelques pièces. Moi, je ne prendrai jamais un certificat de mort, parce qu'à présent, je n'ai pas vu le corps de mon fils. Donc, tous ces problèmes, sur le plan économique, on a des problèmes. Et même sur le plan religieux, on ne peut pas faire le deuil. Que faire dans cette situation? Nous sommes tous des croyants, mais il y a un minimum. Et l'État n'a pas pris en compte tous ces problèmes psychosociaux dans la politique migratoire. Donc il faut l'implication de ces acteurs. Nous ne sommes pas des migrants, mais nous sommes victimes de cette migration irrégulière. Vraiment,
par rapport aux 2 minutes que je respecte, on avait beaucoup de choses à dire. Nous avons essayé de mettre en place des centres d'accueil, d'orientation, de formation, mais c'est avec nos maîtres bouchers et nous y croyons, raison pour laquelle nous remercions beaucoup le REMIDEF de nous avoir porté, d'être avec nous à nos côtés par rapport à la formation, à l'entrepreneuriat, mais aussi dans le domaine de la réflexion. Sur ce, je vous remercie. Tous les intervenants, avec vraiment la qualité des interventions des uns et des autres, j'ai vraiment, à un certain moment, je me suis dit qu'on est en train déjà d'élaborer un document en interne. Maintenant, il y a un certain nombre de précisions, je pense, nécessaires dans le cadre de l'élaboration de ce document. Tout à l'heure, Mme Rosalie l'avait parlé en termes de méthodologie, parce que ce qui a faussé fondamentalement le document de politique migratoire du Sénégal, ce n'a pas été pris en compte les théories du changement. C'est-à-dire quand on fait fondamentalement le contexte, les axes stratégiques, et on ne voit pas de théorie de changement. Et dès qu'il n'y en a pas, automatiquement on fausse un peu la route parce que les gens sont au moins un peu dans le cadre de leur part. Alors, moi j'ai encore une demande d'excuses, surtout les participants que je n'ai pas entendu leur contribution, mais certainement j'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'ai beaucoup appris les défauts de ce document qui est là. Un défaut fondamental qui est que, en principe, le professeur a clairement dit, ce n'est même pas un document sénégalais. C'est un document qui est plus ou moins octroyé par l'Union européenne. Bon, ce n'est pas trop de surprise, évidemment, si on regarde comment l'Union européenne traite toujours avec ses voisins au sud de la Méditerranée. Évidemment, ce qui était dévoilé, qu'il y a beaucoup de thèmes que ce document ne touche même pas, beaucoup de thèmes qui sont plus pertinents et plus importants pour le Sénégal et ses voisins que ce que ce document touche. Alors il manque de vraiment s'en occuper des réalités du pays dans un document qui, en principe, veut définir une politique nationale. Évidemment, c'est un défaut majeur. Alors comme ça, je suis très content que le professeur Camara nous a fait cette analyse. J'espère que la suite sera là, dans le domaine que la société civile qui est réunie ici, mais aussi la politique, puisse utiliser ce document. Cette idée de rapport alternatif, évidemment, on va en réfléchir avec nos partenaires. Merci pour cette suggestion. Je regarde Fatou parce que qu'est-ce qu'elle pense de ça, on verra. Elle est vraiment ma meilleure conseillante aussi au niveau de cette politique migratoire, etc. Et je discute avec elle aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait un impact avec notre travail et le travail qu'on fait avec les partenaires. Alors si pour un impact, ce rapport alternatif, c'est une idée, on va en parler. Comme ça, à tous les intervenants, le modérateur professeur Sow, Cheikh Camara, Madame Rosalie, qu'on a coupé le temps trop,